Nous sommes toujours avec nos amis ou confrères Magloire Teko Kenvi et Adjronou Adam. On parlait, Adam, du Bénin et je disais, est-ce que, nonobstant la sortie du ministre de la Communication, le président Patrice Talon, qui est le père, si on peut le dire, de tous les Béninois, va aller au-delà de ces réalités et réconcilier le Bénin? C'est importantissime. Oui, bon, mais je devais donc terminer dans la logique de mes idées. Je disais, bon, si on prend surtout notre pays, parce que on ne peut pas parler du Bénin sans parler du Togo, on ne peut non plus pas parler du Togo sans parler du Bénin. Et je disais, donc, nous avons un général qui joue efficacement donc, le job en matière donc, de pouvoir donc, désarmer ou naturellement de pouvoir anticiper un certain nombre d'actes, de pouvoir donc saisir ces armes blanches-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au Bénin, on constate que c'est une sorte de la salade russe en ce qui concerne cette sécurité-là. Parce que faire en sorte que la population puisse disposer des armes, quelle que soit leur nature, est déjà un handicap pour le pays. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Donc, parlant donc de surmonter ces handicaps par le président Patrice Talon, je pense que tout dépend donc de la volonté et du vision du président de Patrice Talon. Et je pense que cette vision-là, oui, la bonne, non, mais la bonne volonté du gouvernement permettant naturellement donc à l'opposition de pouvoir donc s'accommoder avec le rythme qu'envoie donc l'exécutif. Et je pense que au-delà de ça, si nous décortiquons un peu le discours qu'a tenu Patrice Talon, puisque de toutes les façons, toute analyse serait quand même en accord avec Patrice Talon, qu'il faudrait naturellement donc poursuivre ceux qui ont commis dans ces actes-là et de répondre de ces actes-là devant les tribunaux. Ça, c'est normal. Mais au-delà de ça, quel est le discours qu'on tient pour réconcilier naturellement les Béninois? Puis on risque de retourner donc à la case de départ. Ce qui est advenu au moment des législatives où nous avons constaté qu'il y a le FCBE, nous avons constaté également qu'au niveau du camp de l'ancien président Yahi Boni, il y avait encore dans ces rudiments d'extrémisme qui ont ressurgi. Et naturellement, on avait constaté également qu'il y avait eu des affres. Maintenant, quel est le discours réconciliateur qu'il faut donc tenir? C'est à cela que doit s'apaisantir Patrice Talon. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur les élections. À ce que je sache, ça va se faire de toutes les façons lorsque nous voyons un peu les écarts. Il n'y a aucun doute, Patrice Talon est le vainqueur de ces élections-là. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait donc avoir le triomphe modeste, faire en sorte que, au-delà de tous les pesanteurs, de tous les variables, la Cour constitutionnelle s'est déjà d'accord. Voilà, c'est prononcé hier, naturellement. 6% finalement. Voilà. Donc, au-delà de ça, je pense que avoir le triomphe modeste et faire en sorte que de dire que c'est tous les Béninois qu'il faudrait donc réconcilier et avoir le discours qui va avec. Donc ce discours-là peut naturellement amener l'opposition à pouvoir donc changer de cap, à ne plus être dans une position assez extrémiste, comme on a tendance à le voir dans plusieurs autres pays. On a vu la Côte d'Ivoire était pratiquement dans le même schéma, mais quand même, étant donné qu'il y avait une sorte de volonté à pouvoir donc réconcilier ces fils-là, je pense que les têtes de proue, en ce qui concerne dans l'opposition, ont été donc mises en commun et le discours a changé et ça a réconcilié naturellement donc là-bas. Puisque lorsqu'on parle de ces chefs d'opposition, c'est eux qui animent le débat public et c'est eux qui animent donc l'opinion également en ce qui concerne leur popularité. Et donc, je pense que cette volonté doit se faire exprimer par Patrice Talon et amener les Béninois donc à se réconcilier. Tout dépend quand même de lui, s'il veut rester dans une position assez extrémiste et diviser davantage le Bénin pour mieux gouverner. De toutes les façons, s'il la divise, ça ne fait que le profiter. Mais est-ce que la question est de savoir, est-ce que cela permettra donc au Bénin de pouvoir donc être ce pays de référence dans la sous-région? Je n'y crois pas. Patrice, Guillaume, Athanase Talon, vous le voyez également, vous le voyez aussi ainsi jouer ce rôle? Bon, il est obligé. Il est obligé parce que, voyez-vous, il est aujourd'hui le président élu des Béninois avec 86%. Moi, je ne vais pas contester les chiffres. Quand on sait que c'est essentiellement ces partisans qui sont allés voter. Et donc, les 86%, je considère que c'est le suffrage. Enfin, c'est ce que donne le vote essentiellement de ces militants. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, 86% de suffrage pour un président, ça me semble un peu trop
c'est pas bien, quoi. Oui. C'est pas bien. À la Russe, à la soviétique et tout ça, c'est pas bien. Même, je sais que lui-même, là où il est, devrait être pas si content comme ça, parce que vous imaginez en 2016, lorsqu'il arrivait, les choses n'étaient pas aussi ça. Mais pourtant, serré, il est arrivé, c'était serré, c'était intéressant. Quand c'est serré comme ça, c'est intéressant. Mais quand ça va déjà au-delà de, je sais pas, 75, 80, même au Tchad actuellement, même lui doit taper dans les presque 100% aussi. C'est la mode actuellement. Voilà. Mais pour faire sérieux, je dis... 77, voilà. Côte d'Ivoire 91, voilà. je pense. C'est pas bien, en réalité, c'est pas bien. Maintenant, pour faire simple, je dis, aujourd'hui, oui, ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a. 86%, il est le tout-puissant président. Qu'il profite de ces 5 ans-là qui arrivent pour dérouler vraiment son agenda. Le plus important, c'est qu'à l'arrivée, ça soit le peuple béninois qui gagne. Aujourd'hui, qu'il sorte des discours un peu de clichés. Vous voyez, moi, ce que je reproche évidemment au pouvoir de Cotonou actuellement, c'est qu'ils ne soignent pas leur discours. Vous vous rendez compte que même dans l'histoire de Rekia Madougou, que ce soit le président même Patrice Talon ou que ce soit ses propres collaborateurs, ils développent un discours qui puisse vraiment agir mal sur les relations diplomatiques et bilatérales que le Bénin a avec naturellement ces autres pays voisins. Ils accusent même certains pays de la sous-région à vouloir déstabiliser, n'est-ce pas, le Bénin. Je crois que ce ne sont pas des discours qui sont bien d'être tenus, surtout dans un contexte où nous sommes, où la crise sécuritaire et ambiante, la lutte contre le terrorisme. Il faut faire front commun. Voilà. Aujourd'hui, on fait, comment ça se dit, on annonce déjà qu'il y a eu l'éventualité d'une évasion des djihadistes vers la côte et le Bénin est cité naturellement. Le Bénin, la Côte d'Ivoire. Voilà, et quand on est dans un pays qui est un peu cité comme étant dans le viseur, n'est-ce pas, des djihadistes. C'est pour cela traiter son compatriote de terroriste. Des terroristes et même des pays voisins de vouloir déstabiliser le pays. Bon, politiquement, ils cherchaient une recette, mais je dis, ce n'est pas bien pour un régime qui se veut un peu respectueux de ses voisins et des pays qui sont... Naturellement, vous voyez, les chefs d'État, ils ont même un discours, mon frère et ami. Voilà, quand vous êtes frère et ami, il y a des discours qu'on peut éviter. Donc, moi, les gens sont aussi des empereurs. Voilà. Le jeune doyen. Voilà, des jeunes doyens, ça c'est le président du Togo. Oui, c'est le président du Togo qui a hérité ce surnom de l'autre doyen de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Mais pour faire simple, je dirais qu'aujourd'hui, le président Talon, il est obligé de composer avec tout le monde parce que une fois que la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Sénat, il devient le président des Béninois et non le président de ceux qui l'ont élu. Et donc, en tant que tel, il faut qu'il taise un peu les rancœurs, les divergences, je ne sais pas quoi, mais adopter un discours réconciliateur qui puisse drainer tous les Béninois dans un même canevas et ne viser rien que le développement du Bénin. Allez, on va parler du Togo. L'ancien ministre suspendu début décembre de son poste de directeur de la francophonie économique et numérique qu'il occupait depuis 2016 au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. L'économiste togolais, donc, Kako Noubokon, rebondi à l'UMOA. Bonne nouvelle, hein, il faut le dire, Adam, pour le Togo. Non, c'est une très très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle dans la mesure où, vous savez, lorsqu'on prend le profil du professeur Kako Noubokon, c'était un professeur qui était pratiquement à l'avant-garde d'un discours anti-franc CFA. Et beaucoup l'avaient estimé en son temps comme il était donc en disgrâce, puisque au début même de ce discours-là, il était membre du gouvernement, ça n'a pas duré, donc il a eu quand même à régenter également le Togo au sein de la francophonie. Et pour finir, il a été aussi éjecté compte tenu de ce discours-là de la francophonie. Et tout, disons, les projets qu'il a eu donc à mener étaient un peu liés à ce discours anti-franc CFA. Mais est-ce que ce discours-là, normalement, était un discours qui, pour moi, affectait naturellement le Togo? Je ne crois pas. Parce que de toutes les façons, cela est devenu. On a constaté que le franc CFA, même si ce n'est pas total, de toutes les façons, on a constaté que
c'est de toutes les façons, sa restructuration, oui, il y a eu donc des mutations, sa restructuration a été aussi actée, aussi bien par le colon que aussi bien par l'institution sous-régionale, naturellement, donc l'UMOA. Et je pense que ce poste-là qu'il a donc édité, puisque en un temps, vous savez, lorsqu'on prend ces institutions, ces deux postes, il y a des postes qui sont mis donc à compétition. Et naturellement, donc, lorsqu'on prend ces postes-là qui sont des postes prédestinés donc, au pays, le pays peut vouloir donc mettre ce poste-là à compétition, comme ce fut le cas, par exemple, lorsque nous prenons entre-temps le Djaba, où le Togo n'avait pas, puisque le chef de l'État, il était donc en bonne posture de pouvoir dire que voilà donc je délègue ce compatriote à pouvoir donc me représenter dans ce poste-là. Ça n'a pas été le cas pour l'UMOA. Ça veut dire que la confiance a été toujours réitérée au niveau du chef de l'État qui reconnaît au professeur Kakou Bouffon un certain nombre de compétences. Et ces compétences-là viennent à point nommé dans un moment où nos pays, surtout lorsqu'on prend cette question de résurgence naturellement d'une nouvelle économie. Et puis aujourd'hui, l'économie numérique a pris énormément du poids. On a constaté également que dans nos pays, il y a aussi cette question du trading qui devient de plus en plus en avance, même si le Togo a eu à pouvoir donc prendre des dispositions pour l'interdire. De toute façon, on n'en aura pas pour longtemps, puisque c'est tout le monde entier qui essaie aujourd'hui de pouvoir donc se redynamiser face à ce discours-là. Puisque d'abord, à l'entame, c'est une monnaie d'abord numérique, où aucun pays ne pourra donc interdire. Et je pense qu'à l'attendement du président de la République, il faudrait quand même qu'il y ait donc des têtes qui puissent naturellement défendre non seulement l'intérêt du pays, mais l'intérêt de la sous-région face à cette nouvelle donne. Et je pense que voilà pourquoi d'ailleurs le chef de l'État a toujours fait confiance au professeur Kakou Bouffon, comme il sait bien s'il le fait, il a fait avec le franc CFA et naturellement donc avec ces mutations qui essaient donc de ressurgir, il aurait quand même à pouvoir apporter sa pierre à la construction de l'espace communautaire. Et je pense que c'est à saluer et nous estimons que le professeur Kakou Bouffon serait quand même à jouer donc le job. Et il peut jouer le job, hein. Comme du beurre, il est pétri. Bien évidemment, vous savez, sans langue de bois, je vais vous dire ceci. Moi, quand je vois le professeur Kakou Bouffon, je suis un peu fier d'être africain. Parce que c'est le genre d'élite qui adapte, n'est-ce pas, sa stratégie à l'évolution du temps. C'est-à-dire quoi? C'est un monsieur, tout le monde connaît sa position, c'est un anti-CFA, il ne l'a jamais caché. Mais vous allez constater que l'approche que développe l'homme, à un moment donné peut-être incomprise, se retourne généralement contre lui. Vous l'avez relevé, il était ministre au sein du gouvernement togolais. Après, il est parti à la francophonie. Il est parti à la francophonie, mais ça n'a pas marché. On l'a rejeté un bon matin. Mais le monsieur s'est rendu compte que, ben, attends, l'approche que je développe peut-être n'est pas porteuse. De loin, peut-être mes critiques ne vont pas porter. Pourquoi ne pas changer de stratégie d'approche? Et aujourd'hui, le monsieur se retrouve au sein même de l'UMOA, qui se veut peut-être le bras opérationnel, n'est-ce pas, des institutions qui gouvernent, n'est-ce pas, le franc CFA. Et c'est là où moi, peut-être, quand les gens le critiquent parce que oui, il est contre le franc CFA et on le voit le lendemain se retrouver au sein de l'UMOA, bon, j'ai envie de dire que peut-être c'est des gens qui ne veulent peut-être pas pousser leur analyse. Sinon, ils se rendront compte que quand tu fais quelque chose et qu'à un moment donné, tu te rends compte que l'approche là ne donne pas, il faut changer d'approche. Autant sur le plan politique, où on a reproché aux gens que l'opposition ou le radicalisme ne paie pas à un moment donné, lorsque il y a des gens qui se complaisent, n'est-ce pas, dans la posture d'opposants et charismatiques, parce que justement, ils développent des discours assez radicaux. Mais qu'est-ce que ça a donné depuis 90 jusqu'à ce jour? Il y a au même moment d'autres qui ont compris qu'il faut changer d'approche et essayer de se rapprocher un peu des gouvernants ou des autorités en place pour pouvoir savoir comment ça marche de l'intérieur et partant de là, créer un déclic pour pouvoir rebondir. Mais je crois que M. Kakou Bouffon a merveilleusement compris cette leçon et aujourd'hui, vous allez le voir, même de loin, pas parce que les gens lui reprochaient un peu
enfin, pas parce que sa stratégie ne portait pas trop, mais parce qu'il était un peu trop gênant et il fallait le mettre de côté. Mais aujourd'hui, il doit s'estimer très heureux parce que quoi qu'on dise, la dynamique est enclenchée. Même si ce n'est pas pour le moment acté, cette réforme comme il l'aurait souhaité en amont, c'est quand même un début de quelque chose où le franc CFA amorce, n'est-ce pas, une certaine métamorphose. C'est vrai que ce n'est pas au rythme voulu, mais aujourd'hui, le franc CFA est en mutation, est en restructuration, et c'est le plus important, c'est ce que lui, il cherchait. J'étais à une de ses conférences l'autre fois à Lomé, où il expliquait que aujourd'hui, il sent beaucoup plus le besoin de réformer le franc CFA de l'intérieur. Et ne pas attendre que peut-être la France décide de changer le jeu sans tenir compte des réalités qui sont les nôtres. Et quand on nous... Parce que c'est un mouvement d'ensemble. Il met les Africains devant les réalités. Voilà, il faut composer avec nous parce que c'est nous les destinataires de cette réforme. La France ne peut pas se lever seule et décider de quelque chose et c'est nous qui allons être bénéficiés à la fin. Elle peut peut-être agir par intérêt pour biaiser les choses. Mais si on met nos éléments dans le processus, on tient compte de nos réalités, de nos besoins et de nos observations, je crois qu'à l'arrivée, c'est nous qui allons gagner parce que, quoi qu'on dise, la France, ce n'est pas peut-être de bon cœur qu'elle va lâcher le franc CFA. Et donc, quand vous lui donnez la possibilité ou la latitude de réformer comme bon lui semble, elle va réformer, certes, mais vous allez vous rendre compte à la fin de la chaîne qu'elle n'est pas perdante. En fait, le jeu, ce n'est pas de faire perdre quelqu'un ou de faire gagner quelqu'un d'autre, mais que véritablement le franc CFA ne soit plus, comme lui-même il a dit dans son ouvrage, ce franc qui expose beaucoup plus le peuple africain à la servitude. Parce que, moi je le dis, ce débat, moi je ne suis pas économiste, mais ça va même au-delà de ceux qui ont fait de l'économie. C'est un débat monétariste. C'est différent un peu de l'économie réelle. Un débat monétariste. Et donc, il faut avoir des gens qui ont vraiment le bagage qu'il faut pour débattre et chercher les approches qu'il faut. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Kakonou Boupo est vraiment dans le bain. Et c'est pour ça, moi, je salue personnellement son entrée dans la commission UMOA. Et je présume que partant de tout ce qu'il a déjà fait, de tout ce qu'il a déjà enclenché comme chantier, procédure, sa présence au sein de la commission de l'UMOA apporterait quelque chose de nouveau, mais au sein même de l'appareil qui conduit la politique économique dans la sous-région. Et vous vous rendez compte que dans les jours qui viennent, il annonce également un grand forum qui va se tenir à Lomé et qui comprend beaucoup de sommités, aussi bien sur le plan africain que sur le plan international, qui vont encore parler du franc CFA. C'est dit donc que l'homme ne lâche jamais, l'homme est toujours dans sa dynamique, mais peut-être c'est les approches qui changent, mais le plus important, c'est qu'à la fin, qu'on ait les résultats escomptés. Les approches changent, mais l'homme est là, et il faut le dire, après son départ à l'OIF, il a séjourné, je ne sais pas si vous le savez, mi-avril à Lomé pour enseigner à la faculté des sciences économiques et gestion à l'université de Lomé. Il est membre du conseil scientifique de l'AFD. Il est également expert au Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur à Paris, en charge de l'évaluation de l'université de Paris-Dauphine. Il continue par ailleurs ses recherches au sein du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Un exemple, tout simplement, Adam. Oui, c'est un exemple. Mais n'oublie pas également que Kakonou Boupo n'est pas à son premier acte lorsqu'on parle peut-être de l'UMOA. Il avait déjà fait l'UMOA. Non, il avait déjà fait l'UMOA avant même d'aller à la BCAO. Peut-être pas à un poste... Non, il était à un poste... il était fonctionnaire professionnel. Fonctionnaire professionnel, ça voudrait dire que des fonctionnaires...
Non, pas décideur, mais c'était des fonctions prédisposées à une compétition dans les professionnels. Il était en tant que technicien. Tout à fait. Quelqu'un qui connaît le monde des finances. Mais là, surtout, vous allez voir que c'est des postes politiques. C'est des pays qui envoient des commissaires. C'est pour ça que je parle de décideur. Tout à fait. Et là, vous pensez que le président a décidé. Le président togolais a il a décidé. Et surtout, lorsque vous déroulez tout à l'heure ces multiples profils, n'oubliez pas qu'il est toujours le doyen de la facuté ici de l'université de Il est toujours, il n'est pas encore. Il n'a pas encore, il n'y a pas encore eu d'élection pour quand même remplacer. Il peut y avoir dans l'intérimaire. Remplacé par son vice. Son intérimaire en attendant qu'il y ait donc des élections. Donc je pense que Kakou Mboupo, c'est un exemple qui fait la fierté naturellement du Togo. Et ça, personne ne peut le dénier, quel que soit le fait qu'il n'a pas, la plupart du temps, ce dont on le critique la plupart du temps, c'est qu'il n'a pas, il est direct. C'est quelqu'un qui s'exprime sans langue de bois. Et naturellement également lorsque il ne fait pas un peu dans l'opacité. Et ça également lorsque vous faisiez partie des sphères politiques jusqu'à ce point-là, vous avez besoin quand même de pouvoir avoir notamment, disons, ce sens de pouvoir être réservé sur un certain nombre de questions. Et ça, je pense qu'un scientifique et un chercheur comme Kakou Mboupo, il va de soi quand même que vous ne pourriez pas quand même pouvoir le contenir et naturellement donc le contrôler sur un certain nombre d'aspects. Parce que lorsque vous cherchez, je pense que vous n'avez pas le temps de pouvoir donc prendre en compte des détails politiques liés à votre opinion sur tel ou tel nombre de questions. Et ça également, je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur sur un certain nombre de points donnés. Mais actuellement, étant donné que lorsque l'on pousse un peu les réflexions sur nos institutions, on a toujours constaté que pour rayonner naturellement donc nos institutions, par exemple, nous prenons le cas de l'UMOA, on a besoin quand même des têtes pensantes comme Kakou Mboupo pour quand même apporter du sang neuf, qui fait quelque chose autrement, qui fait des choses autrement et qui montre naturellement autre chose que ce qu'on a connu par le passé. Et je pense qu'il a le bon profil aujourd'hui pour répondre naturellement à ces mutations-là qui se dessinent et auxquelles personne ne peut se prémunir aujourd'hui. Et donc, Kakou Mboupo est l'homme idéal aujourd'hui qui peut inspirer donc confiance et qui naturellement peut être donc le reflet d'hommes, de citoyens qu'on aurait quand même voulu pour le Togo. Mais je pense qu'au-delà de ça également, comme nous l'avons dit, parce qu'une question en appelle une autre. Si nous avons donc des gens comme ça qui arrivent naturellement à pouvoir donc faire pousser un certain nombre de lignes dans les universités les plus prestigieuses, comme celles que vous venez de citer, voilà, il va de soi qu'on puisse naturellement donc mettre les moyens à ce que au-delà de l'enseignement qui vient dispenser ici, pourquoi ne pas avoir dans des écoles où on puisse naturellement avoir 10 ou 20 Kakou Mboupo. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est lui, mais après lui, est-ce que naturellement on lui a offert la tribune qu'il faut pour réellement donc pouvoir partager ces expériences-là, créer d'autres Kakou Mboupo dans nos pays? Cela reste encore à définir. C'est en ce sens que nous disons quand même que il faudrait quand même qu'on ait attiré donc des leçons, faire en sorte que de pouvoir naturellement injecter davantage de moyens dans les recherches, dans les écoles, faire en sorte qu'on puisse donc faire émerger, disons, des talents à la propension du professeur Kakou Mboupo pour faire en sorte que nous ne tarissons pas en ressources humaines. Puis ça, après Kakou Mboupo, il faut quand même que nous ayons encore des Kakou Mboupo. Oui, Magloire, il a dit, l'ancien ministre de la perspective et de l'évaluation des politiques publiques. Oui, c'est une tête pensante. Moi, je me pose cette question, pourquoi il n'arrive pas à temps à porter pour le Togo? Il a été dans le gouvernement, mais il est parti très tôt. Oui, vous savez, on a été peut-être tous surpris lorsqu'on s'est rendu compte que il ne faisait plus partie du gouvernement. Je crois que c'était le gouvernement Classo 2 ou à Oumezonou, je ne sais plus trop. Non, c'était à Oumezonou. Il n'a pas fait le gouvernement Classo. Voilà. C'était un peu étonnant dans la mesure où vous allez voir que lorsqu'il a hérité, n'est-ce pas, pas hérité parce qu'il a fait créer même ce portefeuille-là de politique prospective. Et quand vous suivez un peu l'homme... Voilà, je me rappelle, c'était même de l'UMOA que le président Faure l'avait rappelé pour venir donc occuper ce poste-là. Il était à l'UMOA. Voilà. Et quand vous suivez un peu l'homme décliner les ambitions ou les grandes lignes
de ce cabinet ou de ce ministère, vous allez comprendre que c'est un monsieur, il prend toujours de l'avant. Il est dans une dynamique où il prend toujours de l'avant. Et même quand vous voyez un peu comment il a su composer son équipe, il sort un peu de l'ordinaire. J'ai vu dans son équipe, il n'y a que de jeunes brillants. C'est l'occasion de le rappeler. Il a travaillé avec l'actuel secrétaire général du Synfort, Dr Gilbert Tcholegnanou. Il a travaillé avec Gilbert Tcholegnanou, que vous connaissez, un médecin très brillant. Il a travaillé avec monsieur... Il a travaillé aussi avec un jeune qui est malheureusement mort, décédé. J'ai oublié son nom. Ah, paix à son âme. Il a travaillé avec l'économiste qui était à la primature, mais qui est maintenant au niveau du ministère de l'économie. Oui. Son nom m'échappe un peu. Il a travaillé également avec l'une des filles de M. Agbeyome Kodjo. Et qu'est-ce qui lui a coûté cher? Franc CFA contre la servitude monétaire, peut-être? C'est peut-être à Faure Gnassingbé seul de le dire. On n'a jamais expliqué à quelqu'un pourquoi il ne faisait plus partie du gouvernement. C'est parce que Faure Gnassingbé n'a pas non plus consulté quelqu'un avant de le mettre au gouvernement. Donc il n'a pas à expliquer aux gens pourquoi il ne faisait plus partie du gouvernement. Sauf que, en tant qu'observateur, on a tous vu que le monsieur avait une ligne qu'il défendait qui allait un peu contre le franc CFA. Et quand vous êtes un dirigeant peut-être d'un pays francophone... Il a même reproché à la BCEAO d'avoir refusé le débat de fond sur absolument. Et moi, je me rappelle que même le président ivoirien, je crois, a relancé Lomé par rapport aux agitations, n'est-ce pas, de Kakonou Boupo, et on demandait au président togolais de recadrer son ministre. Et donc, tout ceci, ça explique un peu, de façon informelle, les raisons de son départ du gouvernement. Mais l'homme garde toujours son efficacité. Comme je l'ai dit, son approche peut-être a changé, mais la philosophie est restée le même. Et d'ailleurs, son départ du gouvernement ne dit pas qu'il est un peu en froid avec le régime de Lomé, parce que vous le voyez, il a été soutenu de temps régulièrement par le président du Togo. D'ailleurs, sa place à la commission actuelle a été proposée, enfin, sa personne a été proposée à la commission par le président togolais. M. Kakonou Boupo même vient de tuter pour remercier le chef de l'État pour ça. Donc, je crois que même, on dirait que le président Faure aussi a agi de façon stratégique pour le mettre un peu au-delà des feux, ou comment vous les appelez, les objectifs des caméras, pour qu'ils puissent disposer du temps, du temps nécessaire pour dérouler son agenda. Et aujourd'hui, même si sa vision de lutte contre le franc CFA n'est pas officiellement soutenue par Lomé, on sent quand même que c'est quelqu'un qui a le soutien ferme de son pays et du président de son pays. Et donc, on ne peut que dire qu'il est en symbiose avec le régime du Togo pour dérouler, n'est-ce pas, son agenda, même jusqu'au sein de la commission. Oui, on a fini, juste 30 secondes. Oui, mais vous savez, moi, souvent, je ne suis pas d'avis du fait qu'on puisse donc dire que, puisque lorsque vous prenez un peu le déroulé, vous allez constater que de bout en bout, Kakonou Boupo avait toujours été soutenu, même son adhésion même à l'OIF. Vous savez, lorsqu'on prend ces institutions internationales, lorsque vous n'avez pas le soutien, des pays il avait aussi voulu postuler aussi à un poste au niveau de l'Union africaine. Il avait été naturellement aussi soutenu par le président de la République. De toutes les façons, le président de la République, il est le distributeur des cartes et c'est là où vous placez au moment où il faut. Donc, naturellement, Kakonou Boupo n'a jamais été donc en froid avec Lomé et encore moins avec le président de la République qu'il a toujours estimé et l'exemple vient d'être donné. Adam Adjourno, directeur de publication de Vision d'Afrique, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir également. Magloire, hein, merci également à vous. Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef Flambeau des démocrates. Le plaisir est partagé. On se retrouve naturellement la semaine prochaine. Et d'ici là, bon week-end à nos téléspectateurs. Bon week-end à vous. Hein, Magloire l'a dit, bon week-end à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.